Salut à toi, j'espère que tu vas bien, contente de te retrouver ici et ensemble traversons ce nouveau portail sur la passerelle stellaire. C'est parti mon kiki. Elles sont là depuis des millénaires, immobiles, majestueuses, parfois solitaires, parfois en cortège. Les mégalithes, ces géants de pierre posés sur terre comme des balises silencieuses, alignés avec le soleil, la lune, les étoiles, parfois avec rien du tout, si ce n'est une logique invisible, un champ de résonance, une géographie sacrée oubliée. Et pourtant, on les appelle simples pierres levées. On nous dit qu'elles sont l'œuvre de peuples primitifs, mais bien sûr qu'elles servaient de tombeaux, mais bien sûr, ou de repères agricoles. Mais ce que ces versions oublient de dire, c'est le langage des formes, la précision astronomique, la vibration du lieu et surtout la mémoire. Et si les mégalithes étaient plus que des monuments? Et si c'étaient des messages, des codes vibratoires gravés dans la pierre, dans la terre, des technologies naturelles, bien plus subtiles que nos machines modernes? Eh oui, parce qu'ici, il ne s'agit pas de bâtir pour abriter, il s'agit de bâtir pour aligner, pour activer, pour informer la matière, pour se souvenir du lien entre la Terre et les étoiles. Cet épisode ne te parlera pas de ruines, mais de portails vivants, de géométrie vibratoire, de technologie de conscience, de civilisation avancée, dont la science est peut-être plus vibratoire que mécanique, plus quantique que linéaire, et bien plus connectée à la vie que ce que l'histoire officielle veut bien l'admettre. Bienvenue dans un monde de pierres vivantes, de mémoires inscrites, de résonances cosmiques. Bienvenue dans le mystère vibrant des mégalithes. La France est une terre de pierres levées. Des monts armoricains aux Cosses du Sud, les mégalithes dessinent une autre géographie, vibratoire, sacrée, presque oubliée. Allez, faisons un petit tour de France et commençons par les menhirs. Alors, voici le grand menhir brisé de Locmariaquet. Haut de 20 mètres à l'origine, il gisait seul, comme foudroyé, posé là, il y a 6000 ans. C'est l'un des plus grands blocs de pierre jamais dressés. Un alignement disparu. Aujourd'hui, un seul subsiste. Proche du tumulus Saint-Michel, l'un des plus grands tertres d'Europe. Mais pourquoi a-t-il été volontairement brisé? Par qui? Maintenant, passons au menhir de Chandolan, en Ille-et-Vilaine. 9,5 m debout, seul dans un champ. On dit qu'il pousse lentement vers le ciel. Une légende raconte qu'il marque l'endroit où deux frères se sont entretués. Tiens, tiens. On passe maintenant au dolmen. Alors ici le dolmen de la pierre levée à Poitiers, cité par Rabelais dans les aventures de Pantagruel. Une légende populaire et une réalité mégalithique qui se superposent. Ici le dolmen de la table des marchands, à Locmariaquet aussi. On y voit des parois gravées, des haches, des camps de taureaux. Il est orienté, connecté aux autres sites. Voici le dolmen de Père-Levade, dans l'Aveyron. Son nom générique, Pierre
levé, preuve d'un archétype récurrent. Isolé, rural, oublié, mais toujours debout. Témoignage que le mégalithe n'était pas qu'un monument, c'était une présence. Voici le dolmen Table des Fées, dans le Pas-de-Calais. Voyons voir maintenant un ou deux alignements. Les alignements de Carnac, très connus dans le Morbihan, plus de 3000 menhirs répartis sur des kilomètres. Nous verrons Carnac plus en profondeur juste après. Les alignements de l'Agadjar, sur la presqu'île de Crozon, moins connu mais tout aussi puissant. Il surplombe l'océan. Passons maintenant au cromlech, le cromlech de Crucuneau dans le Morbihan, assez connu, étrangement rectangulaire. Il n'est pas circulaire celui-ci, orienté vers les solstices. Certains y voient un observatoire sidéral. Le cromlech du Méné-Drégan, dans le Finistère, c'est un beau site archéologique proche d'une grotte paléolithique. Ici, le cromlech de Loucouros, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ici, le cromlech de Port de Pierrefitte, dans les Pyrénées. Alors, voyons les cairns. Le cairn du Petit Mont Arzon-Morbihan et le cairn de Marnéné dans le Finistère, très connu. Donc on peut voir qu'en France, il y a pas mal de choses. La Bretagne Quercy, des pierres parlent à ceux qui savent écouter. Elles forment un réseau invisible qui semble encore aujourd'hui pulser, murmurer. Ce ne sont pas des ruines, non, mais des balises plantées dans la chair de la terre, comme pour ne pas oublier. Aux quatre coins du monde, les pierres se dressent, sans lien apparent, sans communication connue. Et pourtant, même forme, mêmes alignements, même énigme. Comme si un seul et même rêve s'était inscrit dans la matière terrestre. Partons maintenant en Europe. Nous voyons l'anneau de Brodgar dans les îles Orcades, au nord de l'Écosse. C'est un grand cercle de plus de 100 mètres. Il était entouré d'un fossé circulaire. Une fosse énergétique, peut-être. Il fait partie du complexe sacré de Ness of Brodgar. Ici, nous voyons le domaine de Menga, Antequera, très connu en Espagne, en Andalousie. C'est une gigantesque chambre de 25 mètres, construite vers 3750 avant J.C. Son orientation est tournée vers une montagne anthropomorphe, la Peña de los Enamorados. Il y a 3 dolmens dans la région, le Menga, le Vieira et El Romeral. C'est un triangle sacré, on peut dire. Voici le dolmen Anta de Fontecoberta au Portugal. Ici, le cromlech Les Almendres au Portugal. Le cromlech de Mzora au Maroc. Le dolmen de Sacovecada en Sardaigne. L'île aux statues Menhir en Corse. Le menhir La Pierre Bruno en Belgique. Alors là, c'est très fort, car il est trapézoïdal et lisse. Il est vraiment très impressionnant. Et là, Stonehenge en Angleterre, l'icône mondiale des cercles de pierre. Tout comme Karnak, nous allons voir plus précisément Stonehenge juste après. Ici, nous voyons Avebury en Angleterre, le plus grand cercle de pierre d'Europe. Tout comme Karnak et Stonehenge, nous allons voir juste après plus en profondeur Avebury. Ici, nous voyons Newgrange en Irlande. Et tout comme Karnak, Stonehenge et Avebury, nous allons voir Newgrange par la suite. Plus en détail juste après ce tour du monde.
Allez, maintenant partons en Asie. Nous voyons ici le dolmen à côté de Gelendzhik. Désolée pour la prononciation, je ne parle pas le russe, donc dans le Caucase, en Russie, enfin, frontière Europe-Asie, quoi. Pardon. Ici, nous voyons le cromlech à Karaunj, en Arménie. Le dolmen, le Gengwa, en Corée du Sud. Je le trouve juste magnifique avec sa forme aérodynamique comme ça. Le Gunung Padang en Indonésie se situe au sommet d'un volcan. C'est une colline faite de roches volcaniques mises en forme en fait. Les dernières analyses datent certaines couches de moins 20 000 ans, voire moins 25 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce serait la plus ancienne pyramide au monde. On peut avancer une hypothèse, ce serait une civilisation en fait avancée prédiluvienne, et c'est encore largement ignoré par l'archéologie dite officielle. Maintenant, allons voir du côté du continent africain. La Napta Playa, en Égypte, Soudan. C'est un cercle de pierre, ou un cromlech, plus ancien que Stonehenge encore, aligné sur les étoiles de Sirius apparemment, dans un ancien lac asséché. Ici nous sommes à Tiya, en Éthiopie. Nous voyons des stèles anthropomorphes gravées de symboles, style épée, visage et croix. Partons maintenant en Océanie, où se trouve l'île de Pâques, ou Rapa Nui, à Moai. Alors là, c'est connu, tout le monde connaît, tu connais. Nous voyons des sculptures géantes tournées vers l'intérieur de l'île. Mais dis-moi, pourquoi ce regard fixe et pour qui? Nous reparlerons de cette île plus sérieusement dans un autre épisode ultérieurement. À ne pas rater parce que je pense qu'il va être plutôt sympa aussi celui-ci. Là, nous voyons le Marae de Taputapuatea sur l'île de Raiatea en Polynésie. C'est un ancien centre de navigation sacré. En fait, ce sont des plateformes mégalithiques appelées Marae, qui sont donc, encore une fois, orientées selon les étoiles. On peut parler d'un cosmodrome polynésien, une base de départ spirituelle et géographique. Un lien sacré entre les peuples de la mer et du cosmos. Et pour finir, partons du côté des Amériques. Alors là, un site très connu aussi, Sacsayhuaman, à côté de Cusco en fait, au Pérou. On voit des blocs géants emboîtés sans mortier à la perfection, mais impossible à égaler de nos jours. Certaines pierres font plusieurs dizaines de tonnes. Juste incroyable. Il y a des formes de zigzag serpentiformes, donc on pense que ça aurait un lien avec le Coricancha, c'est-à-dire le temple du soleil. Ah, ici, tout autant connu, Tiahuanaco en Bolivie, là, la porte du soleil, et là, le site. Donc, c'est un alignement astronomique complexe. Et cela fera l'objet d'un épisode à suivre, à ne surtout pas manquer. Les Americas Stonehenge, New Hampshire, USA. C'est un cercle de pierre ou cromlech controversé, avec une datation floue. Pourtant, l'alignement est aussi avec les solstices. On a découvert des écritures anciennes. Le passé nord-américain est bien plus mystérieux qu'on nous l'enseigne. Alors, t'as vu? Ils sont là, mais partout
partout dans le monde entier. Dans le sable, dans la jungle, sur les falaises. Certains se dressent encore. Ils sont magnifiques. D'autres dorment sous la terre. Mais, sincèrement, quand tu regardes bien, tous racontent la même chose. Et c'est celle-ci, qu'une fois, les peuples de la terre savaient lire dans la pierre, savaient parler avec les étoiles et semblaient ne faire qu'un. Ah, Karnak, c'est chez nous, les amis, c'est chez nous. Alors, on estime la date de construction à environ moins 4100 ans à moins 3300 ans avant JC, soit avant les pyramides d'Égypte. C'est un alignement de menhirs, plus de 3000 répartis sur plusieurs kilomètres entre les sites de Ménec, Kermario et Kerlescan. Les alignements sont rectilignes avec des variations de taille, c'est-à-dire que les plus grands sont situés à l'ouest et les plus petits à l'est. Certains chercheurs suggèrent un système de mesure fondé sur la coudée mégalithique qui est de 2,72 pieds. Alors un pied c'est égal à 0,3048 mètres, donc 2,72 pieds est environ égal à 83 cm. C'est ce que certains appellent la coudée mégalithique, qui est, attention, différente de la coudée royale égyptienne que nous avions déjà vue, qui est de environ 52,4 cm. Certains chercheurs, comme Howard Crowhurst et Alexander Thom, ont mis en évidence une régularité dans les distances des alignements mégalithiques. Karnak, notamment, en unité proche de cette valeur, ce qui suggère une unité de mesure préhistorique, codée, probablement liée à la géométrie naturelle, à la résonance du corps humain, voire au cycle céleste. Eh oui. Alors, on pourrait dire que c'est un calendrier astral. Certains alignements visent le lever du soleil ou les positions lunaires. On y aurait fait des rituels de fécondité. Les pierres sont souvent associées à la fertilité dans les traditions orales locales. D'autres ont pu émettre l'idée que c'est un amplificateur tellurique. Les alignements suivraient les lignes d'énergie de la Terre. D'autres encore disent que c'est une carte énergétique du territoire armoricain, une sorte de circuit vibratoire. Sincèrement, pourquoi pas? Alors, on aurait transporté des blocs pouvant peser jusqu'à 350 tonnes, sans roue ni métal. Alors, pour ce qui est de l'hypothèse classique, on en revient toujours au même. Avec des traîneaux, des rondins, une main-d'œuvre massive sur plusieurs générations. Pas très parlante. Voyons l'hypothèse alternative, avec la lévitation acoustique, une technique oubliée de résonance, ou l'usage d'un champ d'antigravité naturelle. Alors, il y a la théorie classique qui nous dit que ceci aurait été construit par des communautés néolithiques sédentaires. Un peu trop facile quand même. Voyons la théorie alternative. Ce seraient des peuples navigateurs venus des côtes atlantiques ou des Atlantes survivants, porteurs d'un savoir géométrique sacré. Des géants ou des demi-dieux présents dans les contes bretons. On en trouve beaucoup dans les contes. Certains y voient l'œuvre d'une civilisation prédiluvienne disparue.
La Bretagne regorge de récits populaires liés aux pierres levées. Voici les plus marquants autour de Carnac. On raconte que les alignements sont en réalité une armée romaine ou païenne, figée en pierre par saint Cornélie, alors qu'ils fuyaient leur persécution. Saint Cornélie aurait levé les bras et pouf! Toute la troupe transformée en menhir. Cette légende traduirait peut-être un passage du culte ancien au christianisme, qui sait, où les anciennes puissances se sont figées symboliquement. Selon d'autres légendes, certaines pierres se déplacent à minuit, à la pleine lune ou au solstice. On dit qu'elles vont boire à la mer ou qu'elles dansent en rond. Cela pourrait éventuellement évoquer une mémoire d'un calendrier lunaire ou de rites nocturnes. Certaines femmes venaient frotter leur ventre sur des menhirs pour tomber enceintes. On y voit le lien avec la déesse mère, carrément, la fécondité. Le cycle lunaire est ici flagrant. Certains disent que ceux qui déplacent les pierres ou leur manque de respect, alors fais gaffe quand tu vas sur un lieu comme ça, peuvent être frappés de malchance, voire de folie. Cela montre que ces lieux sont perçus comme vivants, chargés et sacrés. Les géants sont omniprésents dans le folklore armoricain. Ils sont souvent constructeurs de mégalithes et porteurs d'un savoir ancien de pouvoirs immenses. Gargantua est le plus célèbre des géants, popularisé par Rabelais, aurait jeté les pierres de Carnac en vidant ses sabots, plein de cailloux, après une longue marche. Alors, on pourrait y voir une vision humoristique, mais qui traduit tout de même l'idée que les menhirs sont trop grands pour l'homme, donc une œuvre d'un géant ou d'un demi-dieu. Le géant de Locmariaquer, on dit qu'il portait des pierres énormes pour construire les dolmens des alentours. Il aurait lancé le menhir brisé en loupant sa cible. On peut y voir un lien direct avec le grand menhir, comme si la légende tentait d'expliquer comment une telle pierre a pu être déplacée. Ici, nous voyons les corrigans, ces petits êtres du folklore breton, tout gentils, tout mignons, mais je ne suis pas sûre qu'ils sont tous comme ça. Ils sont parfois assimilés à des druides déchus, donc attention, ou des esprits anciens qui veillent radicalement sur les pierres. Ils vivent dans les dolmens ou sous les menhirs. S'ils sont respectés, ils peuvent accorder des faveurs. Par contre, s'ils ne sont pas respectés, c'est la pagaille karmique assurée dans ta vie. Ici, nous voyons la fée Viviane. Elle est liée à la forêt de Brocéliande, mais présente dans tout l'imaginaire mégalithique. Les encous, des figures de la mort, parfois associées à certains menhirs isolés. Alors, les contes bretons autour des mégalithes sont des mémoires cryptées, encodées, des fragments de transmission orale
est symbolique d'un savoir ancien. Il désigne une origine non humaine ou surhumaine, comme les géants, les entités petits peuples de la nature, une fonction rituelle, magique ou sacrée des pierres, et forcément une interaction possible entre le monde visible et invisible. Quand on regarde les corrigans, les mouvements nocturnes, les cycles lunaires, par exemple. Stonehenge est l'un des monuments les plus célèbres au monde et mystérieux. On entre ici dans l'un des sites les plus étudiés, mais aussi l'un des plus codés symboliquement. Stonehenge a été construit en plusieurs phases, entre 3100 avant Jésus-Christ, donc pour la fosse circulaire avec les premiers pieux en bois, et 1600 avant JC. Placement des trilithes en pierre. Certains fragments organiques ont été datés de 3000 avant Jésus-Christ et les dernières retouches autour de moins 1500. On parle donc d'un chantier évolutif sur près de 1500 ans et un site vieux de plus de 5000 ans. Stonehenge est un cromlech ou cercle de pierre formé de trilithes, c'est-à-dire de deux piliers verticaux plus un linteau horizontal. Une technique très rare en soi. Présence de cercles concentriques et d'une allée processuelle, c'est-à-dire que c'est un couloir délimité par des pierres qui servaient de passage cérémoniel ou de rituel, le tout étant chassé dans un fossé circulaire. Stonehenge est à la fois un temple, une enceinte, un chemin et une horloge. Stonehenge est un chef-d'œuvre de géométrie mégalithique. On y trouve des alignements astronomiques, dont l'axe principal au lever du soleil, au solstice d'été le 21 juin, et au solstice d'hiver également, mis en valeur. C'est le début du cycle solaire. Des alignements secondaires vers les levées de lune, les cycles de 18,6 ans. Ces dimensions sont fondées sur des unités répétitives. Certains parlent de la yard mégalithique ou la coudée mégalithique, qui est d'environ 0,83 mètres, comme à Karnak, souviens-toi. Ce cercle est inscrit dans un rectangle d'or, c'est-à-dire que le rapport entre sa longueur et sa largeur est égal au nombre d'or, phi. Il est étroitement lié donc à la suite de Fibonacci. Plusieurs proportions laissent penser à l'usage du nombre d'or, phi, qui est l'harmonie et la beauté. On retrouve des relations proches du triangle égyptien 3, 4, 5, notamment dans les rapports entre les rayons et les longueurs de certaines pierres. Ce triangle est lié à la Trinité Isis, Osiris et Horus. On peut y voir le placement du point zéro de la pierre de l'autel au centre. En fait, ce serait un nœud énergétique à partir duquel les flux seraient dirigés. Situé sur un réseau de ley lines, Stonehenge connecte d'autres sites sacrés, comme les pyramides de Gizeh, le mont Saint-Michel et le Machu Picchu. Alors, pour ce qui est des hypothèses principales, Stonehenge serait un calendrier solaire et lunaire. Certains archéoastronomes, comme Gerald Hawkins, ont montré que Stonehenge peut prédire les éclipses en observant les cycles lunaires à partir de repères en périphérie, avec les 56 trous d'Aubrey.
C'est un véritable ordinateur astronomique, en fait. Il aurait pu servir de temple initiatique. Le parcours d'entrée jusqu'au centre pourrait correspondre à un chemin de transformation. Une mort symbolique à une renaissance solaire. Le cercle marque des zones d'isolement et de révélation. Aurait servi aussi d'un centre de guérison. Des restes humains montrent des pathologies lourdes telles que des blessures ou des malformations. La pierre bleue, la Blue Stone, aurait été importée du Pays de Galles pour ses propriétés vibratoires et curatives. Il aurait servi aussi de rituel sacré et de transmission de savoir. Ça aurait été un grand espace circulaire, c'est-à-dire un lieu de transmission orale, de chants, de rites communautaires. Les sons là-bas y résonnent avec une précision presque acoustique, favorisant des états de conscience modifiés. Selon les données dites officielles, le transport du grès-sarsen, donc ce sont les pierres les plus massives, jusqu'à 25 tonnes, qui auraient été transportées sur plus de 30 km. Ces pierres proviennent des Marlborough Downs. Les Blue Stones viennent des montagnes de Preseli, au Pays de Galles, accroche-toi bien, à plus de 250 km. Alors, pour les techniques supposées, par traîneau, bateau à fond plat, une main-d'œuvre humaine intense, avec des cordes et des leviers mordériens. Voyons les hypothèses alternatives plus intéressantes. Par lévitation sonore ou acoustique, c'est-à-dire que les pierres auraient été déplacées par résonance ou vibration. Par manipulation de densité via des procédés électromagnétiques naturels. Par des champs de torsion générés par les pierres elles-mêmes, activées au moment des solstices, là où l'énergie est la plus balèze. Certains auteurs évoquent un savoir énergétique perdu, lié à la connaissance des harmoniques terrestres, c'est-à-dire les fréquences de résonance naturelles de la planète. Ce sont comme les notes jouées par la Terre, inscrites dans son réseau énergétique, les lignes telluriques, les méridiens, les grilles planétaires. Les mégalithes sont alors placés en résonance avec ces harmoniques pour amplifier certains effets, tels que la connexion céleste, l'ancrage, la guérison, par exemple. On parle alors d'une musique des sphères terrestres qui s'accorde avec les autres corps célestes. Scientifiquement, ce sont les vibrations sismiques et les résonances électromagnétiques. Ésotériquement ou symboliquement, c'est le champ de la planète en interaction avec nous. Alors, l'hypothèse académique, comme d'habitude, nous raconte que c'était des cultures néolithiques locales, du néolithique final au bronze ancien, ou une société agraire hiérarchisée, capable d'organisation collective massive. Voyons les hypothèses alternatives. On parle de peuples hyperboréens ou atlantes, c'est-à-dire les survivants d'un cataclysme ayant apporté leur savoir astronomique. Des navigateurs stellaires, certains disent que la disposition de Stonehenge évoque une base d'observation stellaire, voire un point de contact interdimensionnel. Cela aurait aussi pu très bien être des prêtres ingénieurs, c'est-à-dire une caste initiatique ayant reçu et transmis des connaissances sacrées, mathématiques, astrophysiques et vibratoires. Ou bien des druides archéoceltes, parce que même si les druides sont postérieurs de plus de 1000 ans,
beaucoup d'écoles ésotériques y voient une mémoire druidique ancestrale, transmise de cycle en cycle. Stonehenge est à la croisée des mondes, entre la pierre et les étoiles, la matière et la lumière, la science et le rite. Sa géométrie n'est pas que beauté, elle vibre. Son orientation n'est pas que symbolique, elle connecte. De nombreuses théories alternatives suggèrent que ce cercle de pierre n'était pas simplement un lieu de culte ou d'astronomie, mais un véritable centre énergétique et multidimensionnel, utilisé par des civilisations anciennes pour interagir avec d'autres réalités en utilisant les vibrations et les résonances des pierres lors d'alignement avec les solstices, là où l'énergie cosmique est la plus forte. L'idée que Stonehenge pouvait servir de générateur d'énergie rejoint certaines théories sur les pyramides d'Égypte, qui ne seraient alors loin de n'être que de simples tombeaux. Les pyramides feront d'ailleurs l'objet d'un épisode qui arrive très bientôt à ne surtout pas manquer. Aujourd'hui, Stonehenge continue d'être un point de convergence pour les initiés, les chamans, les druides dits modernes et les chercheurs alternatifs qui ressentent encore l'énergie de ce lieu. Il est possible que ce site sacré soit encore actif, mais que son véritable usage ait été oublié ou, voire, volontairement occulté au fil des âges. Et s'il n'y avait que cet édifice qui ait été détourné, alors voilà, il est bon de le remettre à l'honneur. Nous voilà désormais à Avebury, un site souvent éclipsé par Stonehenge, mais qui, en réalité, le dépasse en taille, en puissance vibratoire et en symbolisme matriciel. C'est le cercle dans lequel un village y vit encore aujourd'hui, mais c'est aussi, pour certains, une matrice cosmique inscrite dans la Terre. Il a été construit autour de 2600 à 2000 avant Jésus-Christ. Il est contemporain de la deuxième grande phase de Stonehenge. Les fouilles montrent une occupation du site encore plus ancienne, dès 3300 avant JC, avec des traces de rites et de dépôts votifs, c'est-à-dire c'est une offrande laissée par des humains à une divinité. En archéologie, ce sont des objets retrouvés dans les sanctuaires, les grottes, les sources, par exemple. En clair, c'est une offrande matérielle déposée pour sceller un lien avec l'invisible. Le site s'inscrit dans un complexe mégalithique plus vaste, appelé parfois le temple de la vallée d'Avebury, comprenant West Kennett Avenue, Silbury Hill, Sanctuary et West Kennett Long Barrow. Avebury est un cromlech géant ou cercle de pierre. Son diamètre extérieur, plus de 330 mètres, soit 3 fois plus grand encore que Stonehenge, composé d'un grand cercle externe et de 2 cercles internes, et des avenues mégalithiques reliant le site à d'autres sanctuaires. En fait, Avebury est souvent vu comme un mandala sacré terrestre, un utérus de pierre à l'échelle du paysage. Avebury est un bijou de géométrie sacrée intégré au paysage. Il a une organisation tripartite, c'est-à-dire qu'il a 2 cercles internes dans un grand cercle.
une symbolique matricielle très probablement liée à la déesse mère. Et ceci nous fait penser encore une fois à la fameuse île de Platon qui est l'Atlantide, mais aussi, quand tu regardes bien, au centre névralgique de Apollo. Bref, continuons. Les pierres sont alternées, certaines hautes et minces, d'autres trapues et larges. Donc on peut parler d'une certaine polarité vibratoire. Les cercles internes auraient été positionnés selon une logique proche du nombre d'or, phi, de, rappelons-nous, 1,618. Les distances entre certaines pierres forment des triangles 3, 4, 5 garants de l'harmonie pythagoricienne que nous avions vu déjà dans l'épisode précédent, introduction avant les mégalithes. Si tu ne l'as pas déjà vu, je te conseille d'aller le voir, il est rapide, 8 minutes, c'est vite fait, bien fait. Il est connecté avec Silbury Hill, le plus grand tumulus artificiel d'Europe, par West Kenneth Avenue, longue de 2 km. Silbury Hill serait positionné en fait au centre d'un pentagramme invisible reliant plusieurs sites du Wiltshire. Avebury n'est pas un simple sanctuaire, je dirais. Il semble être un temple de la déesse mère. C'est-à-dire, enfin, par rapport à la forme en cercle, les polarités masculines-féminines, la relation avec la colline proche, symbolisme utérin et matriciel. Il peut être un lieu de rite lié à la fertilité, à la fécondation, au passage de saisons ou de cycles lunaires. Il peut être un observatoire cosmique. Comme à Stonehenge, certains alignements sont solaires et lunaires. Mais à Avebury, les alignements semblent aussi correspondre à des constellations bien précises telles que les Pléiades, Orion ou la ceinture du Cygne. Elle peut être un espace d'initiation par le paysage, comme on l'a déjà dit. C'est-à-dire que l'avenue menant au cercle majeur serait une voie rituelle, une initiation à ciel ouvert. On commence à l'extérieur, à Silbury, Longbarrow, on passe par l'avenue, et on entre dans le ventre sacré du cercle. Et là, on vit comme une renaissance symbolique. Il est aussi un amplificateur vibratoire, c'est-à-dire que de nombreux radiesthésistes et sensitifs témoignent d'un pic vibratoire au centre des cercles internes. Donc c'est concret, hein. Certains parlent d'ondes de forme, d'accélération énergétique, voire de distorsion de temps à certains points précis du site. Prenons la voie archéologique. Selon celle-ci, on y voit une extraction des pierres locales, les sarcènes, pesant jusqu'à 60 tonnes, transportées à l'aide de rondins, de cordes, de traction humaine sur beaucoup de kilomètres. Prenons la voie symbolique maintenant. Les bâtisseurs ne plaçaient pas simplement des pierres. Ils orchestraient un code vibratoire, donnaient une forme physique à un concept énergétique. Le placement précis de chaque pierre faisait partie d'un langage non verbal, peut-être même chanté ou dansé. Prenons maintenant la voie alternative. Donc là, on a affaire à une utilisation de résonance sonore pour alléger les pierres. La lévitation tellurique temporaire lors de fenêtres énergétiques, au solstice, aux équinoxes, les champs magnétiques, même naturels, activés consciemment via de ce qu'on pourrait appeler des rituels. Voyons voir l'archéologie officielle. Ce sont des cultures néolithiques britanniques.
Une population sédentaire avec une hiérarchie, un culte communautaire, des connaissances empiriques du ciel. Voyons voir maintenant les hypothèses alternatives. On peut y voir des gardiens, des gardiennes du féminin sacré. Certains voient dans Avebury un sanctuaire pré-druidique lié au culte de la déesse blanche, selon Robert Graves, ou d'un archétype tellurique. Des femmes initiées, gardiennes de la vibration cosmico-terrestre, auraient pu être à la tête des rites. Ou bien des peuples venus de l'Atlantique, une civilisation ancienne ayant fui un cataclysme planétaire, tel que l'Atlantide, Mu, l'Hyperborée, reconstruisant sur la mémoire des lignes sacrées. Ou bien encore des peuples stellaires incarnés, certains médiums ou chercheurs sensibles perçoivent Avebury comme une projection terrestre des constellations, ce qui nous amène à la partie suivante. Il existe des recherches croisées, non officielles mais très sérieuses, sur les corrélations célestes du complexe d'Avebury-Silbury-West Et voici ce qu'il en ressort. Les Pléiades, qui est un groupe d'étoiles dans la constellation du Taureau, souvent associé au féminin sacré, aux mères primordiales, à la matrice cosmique. Certaines lignes du site d'Avebury épousent l'orientation saisonnière du lever héliaque des Pléiades, notamment à Samhain. Samhain, c'est la fête celtique du 1er novembre. C'est le premier jour où une étoile ou un astre redevient visible à l'aube, juste avant le lever du soleil. En clair, c'est le retour d'une étoile dans le ciel du matin. Une hypothèse se dégage. Le site servait à ritualiser le lien entre le retour cyclique de cette constellation, symbolisant la mémoire des origines. Pas un truc de fou, non? Et voyons aussi Orion. Les 3 cercles d'Avebury sont vus par certains comme une projection terrestre des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, que sont Alnitak, Alnilam et Mintaka. Ces 3 étoiles sont également alignées avec les pyramides de Gizeh, nous le verrons. Cela pourrait signifier un lien symbolique global entre matrice, Avebury, et élévation, Gizeh. Orion est souvent associé à Osiris ou à des figures de dieux constructeurs. Avebury pourrait être à la terre ce que la voûte céleste est au ciel, un miroir vibratoire, un lieu de reconnexion. Le corps humain, si tu veux, devient l'interface, le rituel, l'activation, et le site, le portail matriciel. On passe maintenant au dernier édifice. Newgrange, c'est un monstre de géographie-géométrie sacrée. Il est probablement l'édifice le plus introspectif, le plus mystique et peut-être même le plus ancien de tous. Il aurait été construit vers 3200 ans avant Jésus-Christ, soit plus de 500 ans avant Stonehenge et plus de 1000 ans avant les pyramides de Gizeh. Il est classé parmi les sites néolithiques les plus anciens et les mieux conservés d'Europe. Avec Knowth and Thoth, il forme le complexe mégalithique de Brúnaboinn, qui signifie la demeure de la déesse Boann. Newgrange est un tumulus circulaire avec couloir mégalithique menant à une chambre centrale trilobée. Le tumulus mesure 85 mètres de diamètre et environ 13 mètres de haut.
On y retrouve plus de 200 000 tonnes de pierres et de terre qui ont été utilisées. Et il y a une structure interne en forme de croix ou de trident et il est recouvert d'un dôme de terre végétalisé. Je trouve que Newgrange est un chef-d'œuvre de géométrie cosmique. Il est en alignement solaire, c'est-à-dire que l'entrée du couloir est parfaitement alignée avec le lever du soleil du solstice d'hiver, c'est-à-dire autour du 21 décembre. On y voit un passe-lumière au-dessus de la porte centrale appelée le roof box, qui permet aux rayons du soleil de pénétrer dans la chambre centrale pendant exactement 17 minutes. D'ailleurs, il me semble que ce rayon de soleil va directement au fond de cette chambre et éclaire une spirale, parce qu'on peut y voir des spirales gravées. Les pierres sont couvertes de spirales, chevrons, zigzags, cercles concentriques, notamment sur la grande pierre de seuil à l'entrée. Ces formes évoquent le cycle solaire, la gestation, les ondes vibratoires, le passage entre les mondes. Les rapports entre la longueur du couloir et la chambre interne suivent des proportions proches du nombre d'or, soit de 1,618. Certains chercheurs parlent de l'usage d'une unité de mesure cyclique, lunaison, mois, année solaire. En clair, je t'explique, c'est mesurer le temps. Alors par exemple pour le jour, c'est le cycle de la Terre autour de son axe. Pour le mois lunaire, c'est le cycle de la Lune autour de la Terre. Pour l'année solaire, c'est le cycle des saisons. Donc, 365 jours, c'est un cycle. Donc, c'est une unité cyclique. En cosmologie ancienne, si tu veux, une unité de mesure cyclique, c'est un cycle astronomique ou terrestre, comme on l'a vu, pris comme base pour compter le temps sacré. Si tu te tournes du côté des Mayas, là tu verras les calculs phénoménaux. Ils sont très très forts. C'était les plus forts pour ça. Newgrange est un sanctuaire solaire et matriciel, probablement, encore une fois, comme les autres édifices, multifonction. On peut y voir un calendrier rituel, c'est-à-dire que le lever du soleil au solstice d'hiver symbolise la renaissance de la lumière dans les ténèbres. C'est le nouvel an sacré, le retour du feu divin, si tu veux. Cela en fait un calendrier cyclique vivant, grandeur nature inscrit dans la pierre. Il peut être aussi un temple de la déesse mère, c'est-à-dire que le tumulus est vu par de nombreux chercheurs comme l'utérus de la Terre. C'est vrai que l'entrée ressemble carrément à un vagin, une matrice cosmique. La lumière qui entre symbolise la fécondation, le retour de la vie. La mythologie chtonienne est solaire à la fois. Alors chtonienne, c'est-à-dire en fait c'est le monde d'en bas, les ténèbres, la mort. Et solaire, c'est le monde d'en haut, la lumière, la vie, l'ordre. Il peut être aussi une chambre d'initiation, c'est-à-dire que le parcours dans le couloir, on passe de l'obscurité à la lumière. Et cela symbolise le passage donc de la mort à la renaissance, ou des ténèbres de l'ignorance à la révélation. Certains auteurs y voient une chambre d'initiation chamanique ou, mieux encore, sacerdotale. Il est carrément un lotus vibratoire, c'est-à-dire que l'acoustique de la chambre produit un effet de résonance unique. Les chants, les incantations, les tambours résonnent et créent une onde stationnaire, propice aux états modifiés de conscience.
En archéologie officielle, il est dit que des blocs de granit et de quartz blanc ont été transportés à plus de 70 km. Il y aurait eu une utilisation de pierres plates imbriquées en encorbellement sans mortier. Et dans tout ça, le plafond de Newgrange est étanche depuis plus de 5000 ans. Une structure parfaitement orientée, ce qui exigeait une maîtrise du ciel, de la lumière et de l'acoustique. L'acoustique, ça fait plusieurs fois que j'utilise ce terme. En fait, c'est la science du son. Comment il naît, les vibrations, comment il se propage dans l'eau, l'air, la pierre, etc. Comment il est perçu par l'oreille. En gros, c'est l'étude des ondes sonores et de leurs effets. Et il existe une acoustique naturelle dans des grottes ou des temples, par exemple, et une acoustique architecturale dans les cathédrales, par exemple. Bon, voyons les hypothèses alternatives qui nous disent qu'il y aurait eu des champs vibratoires collectifs utilisés pour alléger les blocs, ou une technologie de résonance maîtrisée par des champs harmoniques, sons pulsés, des instruments mégalithiques peut-être. Certains auteurs évoquent une construction par cycle saisonnier, avec des interventions rituelles spécifiques à chaque étape. Pourquoi pas? En tout cas, il faut vraiment être calé pour en arriver là. Alors, selon la version académique, ce seraient des peuples néolithiques agricoles de la région de la Boyne organisés en clans. Tournons-nous vers les hypothèses alternatives qui nous parlent d'un peuple de la déesse blanche que nous avons vu tout à l'heure déjà, donc des prêtresses gardiennes du féminin sacré. Le complexe de Brunaboyne formerait un sanctuaire gynocentrique, c'est-à-dire un sanctuaire où on honore le féminin sacré comme force créatrice et protectrice, où la lumière, l'eau, la vie et la mort s'entrelacent. Cela pourrait aussi être des navigateurs atlantes prédiluviens, c'est-à-dire que Newgrange est parfois associé à une connaissance antérieure au déluge, transmise aux peuples celtiques notamment. La précision astronomique et l'architecture suggèrent un niveau technique élevé de dingue, au-delà, sincèrement, des simples outils en silex, tu crois pas? On parle aussi de peuples stellaires et le cycle des âmes. Certains médiums et auteurs ésotériques relient Newgrange aux Pléiades. Les Pléiades qui sont souvent liées à la naissance des âmes dans de nombreuses traditions, telles que Maya, égyptienne et par la suite plus tard druidique. L'alignement solaire serait un mimétisme terrestre d'un événement céleste cyclique. Bien qu'aucun alignement direct n'ait été formellement détecté, identifié, la date du solstice d'hiver, soit le 21 décembre, correspond à la disparition héliaque des Pléiades. Dans de nombreuses traditions, ce moment représente la mort des étoiles nourricières pour leur retour futur au printemps. Une hypothèse se dégage. Newgrange rejoue ce cycle dans la chair de la Terre, comme un rituel de mémoire cosmique. Voyons du côté d'Orion certains alignements dans les tumulus voisins de Cnos et Thoth montrent des orientations vers Orion et Sirius, notamment autour du 1er novembre, qui est la fête du Samhain. Voilà.
une fête celtique. Orion peut être attribué aux chasseurs, passeurs, constructeurs, symboliquement liés à la naissance céleste des rois ou des initiés. Bon, tu vois bien, une fois de plus, que Newgrange est plus qu'un tombeau. On peut dire ici que c'est un utérus de pierre, un espace de résonance, un point de passage entre le ciel et la terre, un calendrier de lumière, un miroir des Pléiades, une graine posée dans la terre pour que la lumière revienne. Après des décennies d'archéologie officielle, on continue de nous bassiner que ces structures auraient été bâties par des sociétés néolithiques simples, à coups de pierre, de cordes, etc., et de patience. On nous parle de tribus agricoles sans roues, sans métal, ni même sans écriture, mais dotées par miracle d'une maîtrise du ciel, d'une géométrie ultra millimétrée, d'un alignement solaire parfait et capable de transporter des blocs de 50 à 350 tonnes sur des kilomètres sans casser une seule pierre. Regarde, à Newgrange, le toit est encore étanche depuis plus de 5000 ans. À Stonehenge, les tenons mortaises des linteaux montrent une technique architecturale de haut niveau, sans précédent à l'époque. À Karnak, on aligne des milliers de pierres sur des kilomètres en suivant des proportions géométriques cohérentes. Et à Avebury, c'est tout un paysage sacré qui a été modelé pour refléter des constellations célestes, des cycles cosmiques, par des peuples qui n'auraient même pas su lire une carte. Non, 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 n'en déplaise à certains, mais ces versions ne tiennent absolument pas la route. Ces architectures ne sont pas seulement physiques, elles incarnent une intelligence astrophysique, une maîtrise des cycles stellaires, du temps galactique, des phénomènes vibratoires, une connaissance mathématique et symbolique qui inclut le nombre d'or, pi, les triangles harmoniques, le rectangle harmonique, la géométrie sacrée, la mesure vibratoire des lieux, l'acoustique, etc. Et même aujourd'hui, certains éléments défient nos lois de la physique classique. Le transport de blocs gigantesques sans trace. Les alignements précis à une échelle astronomique. La résonance acoustique induisant des états modifiés de conscience. Les lieux qui agissent comme amplificateurs d'énergie subtile peut être liés à une compréhension quantique de la matière. Bref, ces mégalithes ne sont pas les restes d'un passé oublié. Ils sont les traceurs d'un champ d'intelligence multidimensionnel, un langage non verbal, non écrit, mais toujours actif. Derrière ces constructions, il y a là la marque d'une conscience très, très, très avancée, peut-être humaine, peut-être non humaine, mais radicalement connectée à l'univers vivant dans son entièreté. Et si ces pierres étaient des clés, non pas des clés vers le passé, mais justement vers notre propre mémoire cosmique, maintenant, vers ce que nous étions et vers ce que nous pouvons redevenir. Voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment pour ta présence. Si cette exploration t'a parlé, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter
et à partager autour de toi. Et surtout, reste bien ancré dans le cœur et les yeux tournés vers les étoiles. On se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, porte-toi bien.